Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, 7h41, c'est le petit déjeuner politique de Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Bonjour Jacqueline Gouraud. Bonjour. Mais que se passe-t-il ? Emmanuel Macron va réunir et inviter les députés mardi prochain. Ça va si mal que cela alors ? Je crois qu'il y a besoin de rapprocher au fond les points de vue, de discuter, de percer peut-être des abcès qui se sont créés à cause de maladresse, à cause des uns et des autres, d'ailleurs, maladresse de chaque côté. Et je crois c'est-à-dire des ministres, des députés aussi. Oui, bon, je crois qu'il faut, quand il y a des difficultés, il faut toujours essayer d'en sortir par le haut, par le dialogue, et c'est ce que va faire le président de la République. Ils ont besoin un peu de calinothérapie alors, non ? Oui, je crois qu'ils ont besoin un peu de calinothérapie. Les pauvres. C'est-à-dire, non, on va pas dire les pauvres. Ils se sont engagés dans la vie publique, dans la vie politique. Ils ont été élus derrière l'élection d'Emmanuel Macron. Mais ils n'étaient pas préparés à ça, Jacqueline Gouraud. C'est-à-dire qu'il y en avait peu qui avaient une expérience politique. Bon, ceci dit, toutes les périodes historiques ont connu aussi des nouveaux parlements, ont connu des nouveaux, des nouveaux députés qui n'avaient pas d'expérience. Ça s'est produit à plusieurs fois au cours de l'histoire. Et voilà. Alors donc, il y a certaines fragilités, il y a certaines erreurs qui peuvent être commises, mais allons de l'avant et regardons, parce que la France ne va pas si mal. Alors, on parle toujours de ce qui ne va pas bien, des difficultés, mais la baisse du chômage, c'est une réalité. Le développement sur les territoires de services publics, c'est une réalité. La présence de la France dans le monde et en Europe, grâce au président de la République, est une réalité. Donc, oui, mais il y a peut-être un fossé qui se creuse un petit peu, justement, comme dans la majorité, quoi, entre ceux qui vont bien et ceux qui vont mal. Non ? Vous n'avez pas l'impression, vous, qui êtes justement en charge de la cohésion des territoires, il y a des endroits où c'est difficile, quoi. Ah, bien sûr, il y a des endroits où pas d'emploi, on est inquiet sur l'avenir. Oui, j'ai parlé d'emploi tout à l'heure, et ce qui est frappant, c'est qu'il y a des régions où l'emploi est là. Même, on peut dire que l'offre est supérieure à la demande dans certaines professions. C'est la raison pour laquelle le développement de la formation professionnelle, de l'insertion professionnelle, de l'apprentissage est aussi très importante, parce que il y a des métiers, il y a des offres d'emploi et il n'y a pas de réponse. Alors pour revenir quand même d'un mot aussi sur le gouvernement, la majorité, est-ce que ce gouvernement, comme le disent certains, est trop techno, c'est-à-dire que ça manque de politique. Vous êtes une politique, vous en savez quelque chose? Non, je ne crois pas. Vous êtes allé à bonne école avec François Bayrou. Oui. Et puis, il y a la durée aussi d'action politique qui compte. Je crois que chaque ministre a sa personnalité. Vous savez, c'est très utile d'avoir une ministre professeure de médecine quand il arrive des sujets comme celui que nous vivons avec le virus en Chine. Je crois que c'est très important d'avoir quelqu'un qui a su répondre précisément, faire en sorte que les Français ne s'angoissent pas, rapatrier les Français qui étaient en Chine, et tout ça, ce sont des choses aussi qui demandent beaucoup de professionnalisme. Non mais c'est vrai, elle connaît peut-être la médecine, peut-être un petit peu moins les chiffres. C'est ce qu'on lui reproche du côté des hôpitaux, parce que y a des économies à faire et que ça ne va pas. Elle a fait une réforme qui est très importante, à la fois pour la médecine de ville, à la fois pour les hôpitaux, et vous le savez bien, elle a dégagé des moyens pour les hôpitaux. Alors, il faut dire très clairement, alors bon, c'est toujours pas très bien vu de dire qu'on hérite d'une situation médicale difficile, mais pour le coup, je peux vous dire que moi qui suis d'un département où il y a vraiment une faiblesse de représentation du monde médical, c'est ce qu'on appelle la démographie médicale, qui est très faible, je peux vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et que ce qui s'est mis en place depuis 20 ans, c'est-à-dire cette insuffisance de présence médicale sur les territoires, là aussi, elle a fait beaucoup de choses, et notamment l'ouverture du numerus clausus, enfin la suppression du numerus clausus, qui évidemment va faire ses effets
seulement dans 7-8 ans maintenant. Dans 7-8 ans, oui. Voilà. Alors, parmi ces ministres, il y a Muriel Pénicaud. Alors, c'est un acharnement ou alors elle fait des maladresses et évidemment, elle le paye cash? Le Premier ministre et le Président de la République ont été très clairs. Il y a eu, je dirais, une erreur collective et il n'y a pas de raison de cibler la ministre plus que, Pourquoi je dirais, l'ensemble de... C'est elle qui était quand même aussi à oui, la barre. c'est elle qui était au banc, mais je veux dire, maintenant, passons à autre chose. Il faut sortir par le haut de cette histoire. Il y a d'ailleurs une réunion ces jours-ci qui se tient notamment avec le député Bricout, qui est à l'origine de cette PPL, et que je salue au passage, pour l'attitude tout à fait remarquable qu'il a eu aux questions d'actualité. Vous êtes favorable justement à cet allongement. Vous trouvez que c'est de l'humanité, non? Évidemment, et c'est la raison pour laquelle aussi je suis favorable à ce que ça soit fait pour tous les publics. Parce que la PPL ne concernait pas tous les publics. Concernait pas tous les publics, et je trouve que effectivement, c'est important de donner la possibilité d'avoir plus de jours, bien sûr, de congés, d'arrêt. Oui, il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Emmanuel Macron a tranché, c'est-à-dire que les ministres qui vont aller au municipal, et même s'ils perdent, ils resteront au gouvernement. On pensait que c'était une sorte de test. Non, ça ne l'est pas. Non, ça n'est pas un test. Non, ça n'est pas un test. Il y a des gens qui se présentent, il y a des gens qui sont tête de liste, il y a des gens qui sont sur une liste, et il y a des gens comme moi qui ne se présentent pas. Mais vous voyez, chaque cas, je vais prendre mon cas personnel comme ça, chaque cas a sa particularité. Je ne me présente pas, pourquoi? J'étais 25 ans maire, je pense que... voilà. Puis vous avez un boulot. Et puis, oui. C'est ce que les Français ont du mal à comprendre, c'est-à-dire pourquoi les ministres, ils sont déjà très occupés par un travail, pourquoi ils vont aller faire campagne pour les municipales? Écoutez, je vais vous dire un truc que j'ai pas eu le temps de faire, mais que je veux faire. Parce qu'on a l'impression que c'est tout à fait nouveau, là, ce qui se passe. Ça s'est fait sous tous les gouvernements. Oui, mais on pensait que c'était un nouveau monde là, qui apparaissait, un monde nouveau. Oui, mais l'engagement politique, c'est un engagement politique. C'est normal que quand on est ministre et qu'on vient d'un territoire, on dit trop que les gens ne sont pas assez sur les territoires, qu'ils sont... à Paris, déconnectés. Alors, quand ils veulent se présenter sur les territoires, faut pas critiquer à la fois tout et son contraire. Ce que vous dites, c'est que ça va leur faire du bien pour certains d'aller se coller un petit peu au territoire. Je n'ai pas dit comme ça, mais je pense que l'ancrage local, c'est toujours très important. Oui. Donc même s'ils sont battus, ils pourront venir, quoi. Ils auront toujours un poste. Il y aura bien. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais moi, si je tente ma chance ailleurs, je reviens pas et je retrouve pas forcément mon poste. Il y aura bien un jour un changement de gouvernement, ça c'est sûr. Ah bon, il va y avoir un remaniement. Non, là alors si. Jacqueline Gourault. Je dis, il y aura bien un jour un changement de gouvernement. Oui, mais il est souhaitable ce changement de gouvernement, ce remaniement, compte tenu de tous ces couacs, non? Ah non, je ne sais pas. Après les municipales. Vous savez, c'est le président de la République qui décide. Bien sûr, et le Premier ministre aussi. Qui constitue effectivement le gouvernement. Bon, je ne dis pas d'ailleurs qu'il faut changer de Premier ministre. Je dis que certains ministres, d'ailleurs on l'a vu déjà depuis le début du quinquennat, ont quitté le gouvernement. Donc restez sur votre siège. Mais je reste là. C'est votre siège qui roule. Oui, absolument. Vous n'allez pas quitter le gouvernement. Non, mais François Bayrou, vous le connaissez bien, est-ce qu'il ne conseille pas justement à Emmanuel Macron d'apporter un souffle nouveau quand même à ce gouvernement? François Bayrou. Ah, vous alliez dire. Mais les deux, je vais dire là. Non. Bon. François Bayrou et Emmanuel Macron, c'est ça que je veux dire. Je voulais citer les deux. D'accord. Se parlent régulièrement, se parlent beaucoup, et évidemment, François lui fait part de ses analyses, voire de ses inquiétudes. Voilà. Et ça en fait partie, quoi, parce qu'il voit justement qu'il y a besoin d'un souffle nouveau, quoi, non? Ah non, je ne vais pas jusque-là. Je ne vous dis pas qu'il pense qu'il faut changer le gouvernement. Simplement, il discute et il dit ce qu'il en pense. Voilà. Et donc il y a des inquiétudes, quoi, sur le terrain. Il y a des inquiétudes qui s'expriment, mais c'est toujours la même chose. Il y a des inquiétudes, mais qui sont aussi parfois renforcées par l'opposition politique. Parce que quand même, prenons le débat qui est en train de se développer sur les retraites en commission, avoir 19 000 amendements de la part de la France Insoumise, c'est quand même une méthode de travail en démocratie
qui montre une volonté de blocage, d'obstruction, d'empêchement du dialogue démocratique, etc., etc. Oui. Bon, c'est un exemple. Il y en a d'autres qu'on pourrait prendre. Oui, et là, il va falloir arriver au 49.3, Jacqueline Gourault, à l'Assemblée nationale, probablement, ou pas ? C'est-à-dire que si le texte ne peut pas être examiné, si on ne peut pas examiner tous les textes, tous les amendements déposés, le texte qui sera discuté à l'Assemblée nationale sera le texte initial. Puisque vous savez que depuis la dernière réforme constitutionnelle, c'est le texte qui sort de la commission qui est étudié. Donc on ne pourra pas tenir compte des amendements, c'est ce que vous voulez dire. On ne pourra pas tenir compte des amendements. Donc des gens qui veulent déposer des amendements constructifs, si je puis dire, ils seront peut-être même pas étudiés à cause du blocage fait par les 19 000 autres. Oui. Bon, hier, c'est l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui a pris la plume aussi pour demander la suspension de la réforme des retraites. Il dénonce manque de transparence, absence de concertation, etc. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il s'appuie notamment sur l'avis du Conseil d'État. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation, parce que on nous dit qu'il n'y a pas eu de concertation. On nous a dit aussi que, mais qu'est-ce qu'on a fait alors qu'on a fait 2 ans de concertation ? Sans arrêt, on nous accuse, encore une fois, de tout et de son contraire. Il faut arrêter. Il y a eu une concertation qui a été menée pendant des mois, et ensuite, on est passé, évidemment, à l'action. Donc, je ne comprends pas bien cette remarque. Malgré la crise et cette série de couacs, vous continuez quand même avec les maisons France Service, ces structures qui sont destinées à aider les habitants dans leur démarche quotidienne. C'était apparu beaucoup lors de la crise des Gilets jaunes, etc. Ça répond toujours à ce besoin de proximité de la part des Français. Bien sûr, ça répond à besoin de proximité et besoin de service public. Service public au sens large d'ailleurs, parce que on peut comprendre service public, par exemple les services sociaux du département. D'ailleurs, nous montons sur les territoires France Service avec les collectivités locales, souvent avec les mairies ou les intercommunalités, et les départements parfois. Oui, c'est dans la continuité de ce qu'avait fait François Hollande, quoi, non ? Ça change pas beaucoup aussi. Alors oui, on appelait ça des maisons de service au public. La différence, c'est que nous avons mis davantage de services, que nous ouvrons plus longtemps en période horaire, et puis que le personnel est vraiment, le personnel d'accueil est vraiment formé et avec une obligation de permanence plus large, comme je viens de le dire. Donc, au fond, nous apportons plus de services et plus de qualité au plus près des territoires. Et quand nous sommes arrivés au gouvernement, il y avait à peu près 1340 MSAP, avec des niveaux de qualité très différents. Il y avait des très belles et très bonnes, et d'autres un peu faibles. Donc, nous montons en gamme, et nous allons en créer de nouvelles. Dans les campagnes, comme dans les villes également ? Absolument, en particulier dans les quartiers politiques de la ville. Oui, c'est ça, parce que là aussi, il y a une désertification des services publics, en quelque sorte. Est-ce que ce sera ouvert le week-end ? Non, ça ne sera pas ouvert le week-end. Pourquoi ? Parce que les gens sont disponibles le week-end. Non, mais attends, quand vous dites le week-end, ça sera ouvert. Samedi. Ah bah oui, bien sûr, ça sera ouvert le samedi. Bon, excusez-moi, je crus pas comprendre samedi, dimanche. Jacqueline Gourault, le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Ça introduit bien ce que je vais vous dire, parce qu'une personne sur 5 n'a pas accès à Internet ou ne sait pas s'en servir. Ça fait quand même 13 millions de Français, alors qu'une grande partie des démarches administratives se font aujourd'hui uniquement sur Internet. Cette fracture numérique, finalement, est-ce qu'on va la régler un jour ? Parce que finalement, ça participe à l'isolement des personnes âgées. Vous avez tout à fait raison. Et nous venons de parler de France Service. Il y a aussi dans France Service des accompagnements, ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Car effectivement, il y a à peu près 13 millions de Français qui ne savent pas utiliser le numérique. Pas seulement ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire les personnes âgées, mais il y a aussi des jeunes qui, même s'ils ont des smartphones et savent faire des jeux, ne sont incapables de rentrer dans le dur, si je puis dire, et remplir un dossier, etc. Ou un formulaire sur le numérique. Donc on a tout un travail d'inclusion numérique. Nous avons même créé un pass numérique, c'est-à-dire une espèce de chèque numérique qui permet de se présenter dans plusieurs espaces numériques pour recevoir une formation. Et j'en vois partout sur les territoires. L'autre jour, c'est un redéploiement justement de la fonction publique ou pas alors ? Oui, qui est confronté à des suppressions de postes. Un redéploiement de la fonction publique sur les territoires. Sur les territoires. Alors, ce sont des personnels soit d'État, soit des personnels des collectivités territoriales dans France Service.
soit des personnels contractuels spécifiques pour France Service. Mais en tout cas, c'est effectivement une présence, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est ça qui est très important et au fond, qui correspond aussi, madame, à votre question, c'est aussi remettre de l'humain dans les services publics au plus près des territoires. Merci Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Vous étiez notre invité ce matin, invité politique. Et dans un instant, un autre invité. Didier Gaillet, qui est patron de la Fédération de patinage artistique, c'est avec nous en exclusivité dans le studio de Sud Radio. Vous pourrez bien sûr commenter cette interview et poser vos questions 0826 300 300. Il était 7h57. 5h10, le Grand Matin Sud Radio.